Monsieur Gaudin, d'abord, tout simplement, quelles sont les découvertes les plus récentes concernant ce virus, le SARS-CoV-2? Qu'est-ce qu'on a appris très récemment encore qu'on ne savait pas il y a encore quelques jours, quelques semaines? Bah, je pense que maintenant, ce qu'on a compris, c'est en particulier dans les cas graves, l'importance de cette réponse qu'on appelle la tempête cytokinique, qui correspond à un excès de réponse de notre système immunitaire. Hein. Notre système immunitaire produit ce qu'on appelle des cytokines. Alors, les plus connus, c'est l'interféron, mais il y a aussi les interleukines. Et on sait qu'une de ces interleukines, elle est à une concentration très élevée dans les cas graves et c'est même un marqueur d'aggravation de la maladie. Donc c'est l'interleukine 6 dont on sait qu'elle est vraiment très élevée. Et à l'inverse, dans les cas graves, on voit que la réponse interféron au stade tardif, alors qui devrait nous protéger, eh bien elle est trop faible. Voilà. Donc on a vraiment un dysfonctionnement du système immunitaire. Ça explique pourquoi parfois on va avoir des effets importants sur des organes qui ne sont pas forcément au voisinage du site de l'infection. Par exemple, tout ce qui est ce qu'on appelle, on a une attaque des vaisseaux sanguins, on a de la vascularite, enfin c'est une inflammation des vaisseaux, et ça se traduit par notre surréponse immunitaire, et c'est pas directement le virus qui est en train d'infecter. Vous avez entendu parler de ces histoires d'engelures, là aussi c'est probablement lié à une surréponse immunitaire. Donc ça, on commence à mieux le comprendre, mais on a encore une vision assez globale, je dirais, et on ne comprend pas complètement comment tout ça s'est organisé et quels sont les mécanismes à l'origine de ces problèmes. Est-ce que ce virus, ce SARS-CoV-2, s'attaque uniquement aux poumons ou est-ce que ça s'étend à d'autres organes, d'autres cellules du corps? Et si oui, est-ce qu'on sait pourquoi? Alors en fait, pour qu'un virus rentre dans une cellule, il faut que le récepteur de ce virus soit présent à la surface de la cellule. Il se trouve que la protéine ACE2, qui est le récepteur du virus, elle est présente à la surface de beaucoup de types cellulaires, mais essentiellement au départ, elle va trouver ça au niveau des voies respiratoires. Donc c'est pour ça que ce sont nos voies respiratoires et les poumons qui sont les premières cibles. Alors généralement, chez les gens chez qui l'infection va bien se passer, on va pouvoir contrer l'infection à ce niveau-là, et donc le virus ne va pas se répandre dans l'ensemble de l'organisme. Ce qu'on constate maintenant, c'est que effectivement, quand chez certaines personnes, il n'y a pas ces mécanismes de défense qui vont bloquer l'infection, on va voir que le virus peut se retrouver dans d'autres organes auxquels on ne pensait pas, et donc ça va un petit peu plus loin que les poumons. Mais globalement, la première cible, ça reste les poumons, et le problème, c'est cette surréponse inflammatoire qui va évidemment s'attaquer aux poumons, aux cellules pulmonaires, à tout le fonctionnement, aux alvéoles, etc., et qui vont dysfonctionner, quoi. Est-ce qu'on connaît maintenant précisément la méthode de transmission qu'utilise le SARS-CoV-2 pour passer d'être humain à être humain? Alors, je pense que ça, on l'a su très tôt. Et là, si on peut, il y a une chose que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'on va toujours trouver des modes de transmission que je qualifierais d'anecdotiques. On va toujours dire, on va trouver un peu, là, on a trouvé un peu de génome dans le sperme, on a trouvé un peu de virus ou des traces de virus dans les selles, etc. Mais globalement, c'est la voie aérienne. Et qui dit voie aérienne dit gouttelette et aérosol. Et en fait, il y a un continuum entre la gouttelette et l'aérosol. La gouttelette, c'est les grosses structures. L'aérosol, c'est les plus petites gouttelettes. Alors, les grosses gouttelettes, elles sédimentent, elles vont contaminer les surfaces et elles vont vous contaminer si vous êtes à proximité. En revanche, les aérosols, c'est dans l'espace. Ça va flotter un peu dans l'air pendant plusieurs heures parfois, et là, ça peut contaminer même des personnes qui n'étaient pas dans la pièce directement à votre contact. Quand elles vont venir, s'il y a encore les aérosols, on peut être contaminé. Et on pense que c'est la contamination massive, d'où le problème des transports essentiellement. Donc, comme tous les virus transmis par voie aérienne, ce sont les aérosols, ce sont les micro-gouttelettes qu'on produit par notre bouche, par notre respiration. Et c'est vraiment là, on n'a pas trop de doute sur ce. C'est pour ça qu'il faut porter des masques, en particulier dans les lieux où il y a beaucoup de monde et dans les transports. Est-ce qu'on en sait plus aussi sur sur le moment, la manière dont ce virus s'est transmis de l'animal à l'homme, comment il est arrivé? Est-ce que maintenant c'est clair et net, ou est-ce qu'il y a encore l'historique de cette transmission est encore bon, il y a encore beaucoup de questions. Il y a encore beaucoup de questions, d'autant qu'en fait, on a l'impression, avec les nouvelles découvertes, que l'origine du virus, enfin, c'est plus forcément le mois de décembre, enfin, le passage à l'homme, c'est plus forcément décembre, mais ça pourrait être novembre, voire peut-être octobre. Fondamentalement, ça change rien. C'est un virus dont on va trouver
disons, des très proches parents chez les chauves-souris et chez le pangolin. Voilà, c'est ce qu'on sait. Alors, on sait que les chauves-souris ont énormément de virus humains comme ça, donc ça, on pense que ça pourrait être l'origine au tout départ, mais probablement, comme dans les autres épisodes de coronavirus, comme le SARS ou celui du Moyen-Orient, on pense qu'il y a un animal intermédiaire, on pense que c'est le pangolin. Attention, ça pourrait en être d'autres, hein, il faut pas, voilà. Et très probablement encore, c'est une contamination. On pense que c'est au niveau de ces marchés où on amène des animaux sauvages, hein, qui portent des virus qui ne sont jamais passés chez l'homme. Et donc, s'ils réussissent à passer chez l'homme, on n'a aucune immunité contre ces virus, vous voyez. Donc, en fait, on pense que ça s'est fait au niveau de ces marchés où on met en contact des animaux sauvages qui portent des virus qui sont potentiellement dangereux chez l'homme, et on met ça dans la ville de Wuhan, qui fait 8 ou 10 millions d'habitants, je crois. Donc vous voyez, marché ancestral dans une ville ultramoderne, ça peut pas fonctionner, quoi. Et ça peut être aussi, peut-être qu'on découvrira que ça a été acquis par des gens qui étaient au contact des animaux dans les forêts. Mais globalement, on a une transmission de l'animal à l'homme, et toutes les autres... Alors, c'est certainement pas un virus fabriqué, et l'hypothèse selon laquelle ce serait passé par le P4 de Wuhan, c'est une hypothèse compliquée par rapport à ce qu'on sait des transmissions et des débuts d'épidémie, quoi. Est-ce que le virus peut muter, oui ou non, maintenant? Est-ce qu'on le sait? Et est-ce que s'il mute, est-ce que ce sont des mutations dangereuses, problématiques? Alors, il y a deux choses. Est-ce que le virus peut muter? Comme tous les virus à ARN, ce sont des virus qui ont tendance à muter beaucoup. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'un virus, c'est pas, ce qui est important pour lui, c'est de se propager efficacement. Et on a un virus qui se propage efficacement, en fait. Il se propage très efficacement. Donc là, ça veut dire que si des mutations apparaissent, il faut que ça lui donne un avantage. Il faudrait que ces mutations lui permettent de se propager encore mieux, hein. Et donc, en fait, il est parfaitement adapté à l'espèce humaine. En très peu de temps, il s'est adapté à l'espèce humaine. Et pour l'instant, il n'y a pas de barrière à sa propagation. Quelles seraient les barrières possibles? Je veux dire, au-delà du confinement, évidemment, qui arrête l'épidémie, la barrière, ce serait l'immunité. Mais on sait que dans la population humaine, on n'a pas de protection contre ce virus. La population humaine n'est pas protégée, hein, d'accord? Donc en fait, il n'y a pas d'anticorps chez les gens, il n'y en a qu'une toute petite fraction, 5 à 10%, on pense, en France, qui ont été en contact du virus et qui ont développé des anticorps. Le reste de la population est vierge au niveau immunitaire. Donc en fait, le virus va continuer à se propager sans rencontrer de barrière. Il va muter à partir du moment où il va y avoir cette opposition du système immunitaire. Il va devoir s'adapter et il va évoluer. Il va évoluer. Alors là, il y a plusieurs scénarios possibles. Soit il n'arrive pas à évoluer et il disparaît, soit il arrive à s'adapter et on verra donc un virus qui sera un petit peu différent. Mais on le reconnaîtra encore un peu. Et donc très probablement, les maladies seront beaucoup moins violentes que la crise. Les maladies qui seront consécutives à ça seront beaucoup moins violentes que la crise qu'on a eue maintenant. Et donc encore un autre point sur ces mutations. Les mutations, c'est pas du tout forcément des mutations vers une forme, je dirais, plus létale, plus mortelle pour l'homme. Hein, de façon générale, c'est une adaptation et ça peut se traduire au contraire par un virus qui se propage à bas bruit, hein, dans l'espèce humaine et sans créer de maladies graves. Hein, les rhumes se propagent très bien dans l'espèce humaine sans nous tuer. Et voilà. Et ce qu'on constate à l'heure actuelle, justement, c'est que dans les populations, le virus est très stable. Il mute pas. Alors bien sûr, il mute en permanence, mais la mutation en tant que telle, c'est un phénomène normal. Mais après, il faut que cette mutation soit sélectionnée. Et pour qu'elle soit sélectionnée, il faut que le virus ait un avantage, hein, à avoir cette mutation. Donc là, il n'a aucun avantage à acquérir des mutations. Il est optimisé et il n'y a pas de barrière à sa propagation dans l'espèce humaine. Donc voilà. Alors, vous avez évoqué l'immunité. Qu'est-ce qu'on sait maintenant sur l'immunisation des anciens malades du Covid-19? Est-ce que, oui ou non, ils ont une immunité? Est-ce qu'on connaît la durée de cette immunisation? Et au bout de combien de temps elle intervient? Alors, ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont été exposés au Covid-19, hein, donc ils ont monté des anticorps contre l'agent responsable, c'est-à-dire contre le SARS-CoV-2, et en particulier, ils ont des anticorps qui sont dirigés contre la protéine qu'on appelle la spike, hein, qui est importante dans l'entrée, et donc quand les anticorps se collent dessus, on bloque l'entrée. Ces anticorps, on pense, sont neutralisants et on a des évidences pour montrer qu'ils sont neutralisants. Donc oui, on monte une réponse qui, chez la plupart des gens, parce que là aussi on n'est pas tous égaux face à la maladie, cette réponse, elle est neutralisante. Bon.
Alors, à l'heure actuelle, combien de temps ça va durer? Eh bien, à vrai dire, on n'en sait rien. Et on va le savoir. Hein, est-ce que des gens pourront être réinfectés dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être, on n'en sait rien. Mais en tout cas, a priori, ce qu'on sait, c'est que ces gens qui ont eu la maladie sont protégés tant que le virus n'évolue pas, hein, puisque c'est donc du coup le même virus qui circule. Donc ça, au moins pour les 6 mois à venir, ils vont être protégés. Et puis aussi, si leur système immunitaire, parce qu'on a des cellules mémoire, si les cellules mémoire qui donc sont capables de former, qui sont capables d'être réactivés par la suite et de faire des anticorps, hein, eh bien, en fait, si leurs cellules mémoire ont une durée suffisante dans leur organisme. Mais ça, on pense que oui. Donc, en fait, ce qui va être décisif maintenant, c'est le moment où le virus va muter et ce qu'il échappera à la réponse immunitaire. Voilà. C'est ce qu'on voit avec la grippe, hein, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas une réponse durable contre la grippe parce que la grippe évolue petit à petit. Mais vous voyez qu'au-delà des grands épisodes, ce qu'on appelle les pandémies grippales, hein, l'épisode de pandémie, après, c'est la même grippe qui circule et il y a beaucoup moins de morts, même s'il y a toujours des morts, toujours dans les personnes à risque, quoi. Ouais. Une dernière question, et là, vous n'avez probablement pas la réponse. Est-ce que le virus va s'éteindre avec la remontée des températures? Est-ce qu'on sait, si oui ou non, il résiste à la chaleur? Parce qu'on a vu qu'en Afrique, il y avait des cas, mais pas tant de cas que ça. Donc voilà, est-ce qu'on a des choses précises sur cette question? Ok, alors, première chose, tous les virus respiratoires, tous, sont un peu saisonniers. Hein, voilà. C'est-à-dire que tous les virus respiratoires circulent moins bien l'été. Tous. Ça, c'est pour plein de raisons. Parce que notre système immunitaire est meilleur l'été avec les beaux jours. Parce que les gouttelettes et les aérosols dont on parlait ne se comportent pas de la même façon dans un environnement chaud que dans un environnement froid, quand il y a de l'humidité ou dans un air sec. Donc là, tout ça, et ça peut changer un petit peu selon le virus. Et puis aussi, parce que les virus, on sait que dans les gouttelettes, en fait, ils sont extrêmement sensibles aux ultraviolets. Donc, quand on fait des gouttelettes dehors, en été, il y a plus d'ultraviolets et ça attaque le génome du virus. Donc, on sait qu'il y aura un caractère saisonnier. Alors, est-ce que ça fera baisser un R0 d'un facteur 1,5, c'est-à-dire pas beaucoup, d'un facteur 2, d'un facteur 3? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça n'arrêtera pas complètement l'épidémie. Et quand bien même ça l'arrêterait en France, on voit que ça commence. Le virus est encore présent en Angleterre en quantité importante, hein, aux États-Unis aussi. On sent que ça va circuler un bon moment aux États-Unis encore. On voit aussi qu'on commence à avoir une émergence en Amérique du Sud, par exemple. Hein, ça arrive, l'épidémie arrive, en particulier au Brésil. Donc on a l'impression que ça tourne et que ça a bien le caractère saisonnier des virus respiratoires. Donc ce qu'on s'attend et ce qu'on espère déjà, c'est avoir un répit cet été. Est-ce que le répit sera important, pas important, ça, on n'en sait rien. Mais si on a ce répit, ce qu'il faudra, c'est quand même pas trop se relâcher parce qu'on s'attend à ce que, à l'automne, de nouveau, le virus soit nous revienne d'autres pays, soit en fait, il est resté à bas bruit et peut-être en donnant des faibles symptômes pendant la saison chaude et il pourrait ressortir massivement, peut-être au tout début de l'automne, vers le mois d'octobre, par exemple. Voilà. C'est très clair. Et du coup, si j'ai bien analysé, c'est pas finalement la température qui fait que ce virus est moins dangereux, moins infectant, c'est les ultraviolets et puis l'évaporation éventuellement quand il est projeté en gouttelettes. Les gouttelettes, ouais. Les gouttelettes moins stables. Mais aussi quand même le fait que la température, elle va jouer un rôle en été. Par exemple, imaginez, là en ce moment, personne n'est en terrasse, mais vous savez, parfois sur les terrasses, vous avez des tables qui sont au soleil, hein. Eh bien, leur température n'est pas la même en cette saison. Elle est à 15-20 degrés, mais en plein été, sous le cagnard, hein, la température de cette surface, elle va monter à peut-être 45, voire 50 degrés. Parfois, on voit bien quand on touche certains. Et là, la durée de vie du virus dans la gouttelette sur de telles surfaces, c'est beaucoup plus court que quand il fait 15-20 degrés, quoi, hein. Donc là aussi, la température, ça joue un peu quand même. Mais essentiellement, oui, c'est vrai, meilleur système immunitaire, comportement des gouttelettes et rayons ultraviolets, c'est quand même les trois facteurs importants, quoi.